Monsieur Josué Guébo, comment percevez-vous ce prix? Comme une consécration de votre talent d'écrivain? Ah non, je le perçois comme une invitation à mieux faire parce que ça va un prix, c'est un pont vers le progrès. Ce n'est pas forcément un lit. Donc on est invité à faire mieux. Et donc c'est aussi une joie parce que le prix est prestigieux. C'est un prix qui porte le nom de Dadier, qui est le premier poète, le premier nouvelliste, le premier romancier. En tout cas, une figure significative de notre univers littéraire. Et donc recevoir un tel prix, c'est un honneur. Et que représente-t-il pour vous, Bernard Belin Dadier, premier écrivain ivoirien? Alors Dadier représente pour moi à la fois un père et un repère. Parce que Bernard Dadier montre la voie. C'est le premier poète de Côte d'Ivoire, le premier nouvelliste, le premier romancier, comme je l'ai dit. Et donc, en tant que figure première de notre littérature, c'est pour moi un père, mais aussi un repère. En un mot, comment vous le symbolisez? Alors, je pourrais dire Dadier, c'est la permanence. D'accord. Justement, le jury a été séduit par votre œuvre poétique que je tiens ici en main, Au chemin de Babou Naki. Vous adoptez, ce qui m'a marqué, un style bien particulier pour relater cette histoire, le conte, le mythe et l'allégorie. Pourquoi un tel choix? Parce que, vous savez, nos mythes sont riches, ils sont porteurs de messages, et donc nous devons nous appuyer sur nos éléments traditionnels pour leur donner une résonance dans le monde actuel. Et je pense qu'en la matière, je ne suis pas le premier forcément à le faire. Nous avons Zadi Zaourou, nous avons Adiafi, nous avons Boui Dali, nous avons Azovogui. Donc il y a une tradition de... Que vous avez décidé de perpétuer aussi. Ah oui, de m'inscrire dans cette tradition. Vous savez, en tant que littéraire, nous sommes inscrits dans une généalogie. Et donc on s'inscrit dans cette généalogie. Voilà. D'accord. Au chemin de Babou Naki relate l'histoire d'un chasseur sauvé par 7 fils, par ses 7 fils. Et le chasseur, pour moi, si vous êtes d'accord, vous le confirmez, pourrait représenter notre société. Qu'en dites-vous? Vous êtes d'accord? On peut le dire, mais vous savez que le mythe a une lecture plurielle. Mais on peut le considérer comme ça, effectivement. D'accord. Et ces fils, les composantes de cette société? Oui, on peut le prendre comme ça, effectivement. Mais il faut peut-être situer le cadre du mythe, si c'est possible. Rappeler que... Peut-être qu'on va donner l'occasion au lecteur de le découvrir, mais on va aller à l'essentiel. On remarque que vous donnez à chaque fils un rôle précis. Oui. Parlez-nous de ces rôles. Effectivement, ce n'est pas nous qui le faisons, mais je veux dire que c'est inscrit dans la tradition oraliste. Geble Nepi, qui est le premier des fils, est celui-là qui est le pisteur, le géographe. Son nom signifie celui qui reconnaît le chemin, Geble Nepi. Le deuxième, c'est Guinako, le réparateur des eaux. Je me demande si les lecteurs pourront prononcer ce mot. Ils pourront, ça c'est une parenthèse. Ils pourront, tout à fait. D'accord, le deuxième fils. Le premier, c'est Guinako, le troisième, c'est Blakou, le dermatologue. Le quatrième, c'est Pamanyumu, celui qui donc travaille sur le souffle. Et le cinquième, c'est Pamadrou, celui qui travaille sur le sang. Le sixième, c'est Diouri, le rhéteur, le maître de la parole. Et le septième, c'est Vuka, l'homme d'action. Et donc les 7 fils sont tous pourvus de capacités. Les uns, tout à fait, des capacités scientifiques comme les capacités artistiques. Et donc ils conjuguent leurs arts et leurs sciences pour le bonheur de leur père. Donc pour aboutir à la guérison de leur père chasseur. À la résurrection de leur père, parce que leur père est parti à la chasse et il est mort. Donc ils ont articulé leurs arts et leurs sciences pour amener leur père à la vie. Alors qu'est-ce qui a milité en leur faveur selon vous pour cette résurrection? Sans doute la cohésion et la mise en articulation de leurs capacités, parce que je vous dis, seul, Geble Nepi n'aurait pas pu, Guinako seul n'aurait pas pu. Donc ils ont articulé leurs capacités, la relation articulée, mais aussi la cohésion. Je veux dire que pour le faire, il faut se donner la main. Les frères ont travaillé ensemble et puis donc leur action commune a permis donc la résurrection du père. Malheureusement, les choses vont se gâter après entre les fils. Effectivement. Chacun va revendiquer la queue du bœuf. Tout à fait. Comme dit le mythe, arrivé au village, on a tué le bœuf et puis bon, à la fin, il fallait remettre le bissa, le brigogois, à celui qui serait considéré comme la plus grande figure, le héros. Et donc les frères vont revendiquer chacun la primauté et donc ça va aboutir à des querelles qui vont tellement durer que finalement personne ne sera jugé digne de recevoir le brigogois. Alors quelles sont selon vous les valeurs à promouvoir pour consolider la paix? Alors de mon point de vue, il faut déjà travailler parce que les frères Babou Naki ou les frères Naki ont la capacité, ils ont des aptitudes. Au-delà de la cohésion même, au-delà de la mise en articulation des capacités, il faut déjà les avoir, il faut les acquérir. Il faut travailler. Le travail, ensuite l'union, je vais dire la discipline, c'est notre emblème. Union, discipline, travail, articuler ces 3 éléments pour pouvoir aboutir à la paix. Au chemin de Babou Naki nous interpelle sur la nécessité, vous l'avez dit, de la cohésion, de la paix, de l'unité. Mais quels sont les pièges à éviter pour ne pas briser cette unité? Alors, comme les 7 fils l'ont fait. Tout à fait. S'il fallait éviter un piège, peut-être ce serait celui de la prétention. Parce que finalement, les fils de Babou Naki sont des héros, mais des presque héros. Parce qu'en réalité, dans ma perception, le héros, c'est celui qui peut articuler à la fois bravoure et humilité. Il ne s'agit pas simplement d'être brave, mais il faut pouvoir articuler la bravoure à l'humilité. Donc le piège à éviter, ce serait celui de la prétention peut-être. Donc voilà, l'un des pièges. Éviter l'orgueil. Il faut être humble. Tout à fait, il faut l'humilité.
S'ils étaient humbles, je pense qu'ils auraient choisi qui, Sans- selon vous, Sans doute, sans doute. Non, je veux dire que... qui, selon vous, devrait avoir cette queue de bœuf? Oh non, ça c'est les sages qui peuvent le dire, mais je pense que on peut avoir un destin, mais il faut tenir compte de l'instant. Donc chacun a un plan. Dieu a un plan pour chacun. On peut le dire comme ça, j'ai failli dire Alléluia, mais on peut le dire comme ça. D'accord, le Salon international du livre d'Abidjan vient justement de refermer ses portes et depuis 9 ans qu'il est organisé, quelles ont été selon vous les retombées dans la vie des Ivoiriens? Est-ce qu'aujourd'hui on est devenu plus amoureux du livre? Alors j'ai le sentiment qu'il y a une gradation dans la perception que les Ivoiriens ont par rapport au livre. Et je pense que le Salon du livre participe de cette évolution. Évidemment, il y a plusieurs facteurs. J'ai pendant un moment dirigé l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une voie aussi de promotion du livre. Mais le Salon du livre constitue une voie royale de promotion du livre. Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a un intérêt, une effervescence. Vous avez le sentiment? Le sentiment. C'est une perception, ce n'est pas absolu. C'est un regard que je pose sur... Ancien président des écrivains de Côte d'Ivoire, vous n'avez rien qui peut... Non, il y a des indicateurs, mais vous avez parlé du Salon du livre, qui est quand même une activité dirigée par les éditeurs. Depuis 9 ans. Sinon, si je veux me prononcer sur les écrivains, je peux dire des choses plus précises, chiffrées. Mais en ce qui concerne les éditeurs, j'ai un regard un peu plus lointain, plus externe. Et donc, j'ai le sentiment donc, que ce salon participe à la promotion du livre significativement et qu'il y a une évolution, une effervescence autour du livre par rapport à ce salon. Et justement, les dernières statistiques sont bonnes pour les éditeurs. Oui. Ils ont fait un bon chiffre d'affaires. Alors, concernant donc, je parlais du livre, est-ce que vous, en tant qu'écrivain, vous pensez que les Ivoiriens arrachent les livres comme de petits pains? Oui, ils pourront le faire. Je pense que la tendance peut être améliorée. Si les livres sont moins chers, peut-être? Oh, je ne crois pas que ce soit le problème de la cherté du livre, parce que certains produits beaucoup plus coûteux s'arrachent sur nos marchés. Donc, je ne crois pas que ce soit... Un livre qui coûte 5 000. Oui, mais les chaussures coûtent beaucoup plus cher, les voitures coûtent beaucoup plus cher, on a des embouteillages. Donc, je pense qu'il y a des produits qui sont beaucoup plus coûteux, mais qui ferment la circulation en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas vraiment le problème de la cherté, je ne crois pas. Je pense qu'en tant qu'écrivain, nous devons travailler à rendre nos produits plus attractifs. Parce que certains produits ont réussi à séduire les Ivoiriens, donc nous pouvons travailler à rendre nos produits plus séduisants. Après ce prix, dernière question, qu'est-ce qu'ils ont vu? Vous avez dit que ce n'est pas une consécration, mais c'est juste une demande à mieux faire. Tout à fait, une invitation à mieux faire. Alors, je n'ai pas pour habitude de parler de mes projets, je parle plutôt des produits. Rapidement. Mais un produit, dans les forges, je fais paraître bientôt un ouvrage pour enfants. J'avais déjà publié Le Père Noël aime la tiéké. Voilà, donc dans cette même lancée-là, je produis Le Père Noël dans le Ziglibiti. Donc de bons produits qui sont en vue. J'espère. Merci beaucoup, M. Josué Guébo, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Vous êtes un passionné du livre.